J'aime la chasse, l'émission vous est proposée par Alvis Audio. Alvis, protection auditive technique pour la chasse et le tir. J'aime la chasse, l'émission qui défend la chasse et la ruralité. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. J'ai le plaisir ce soir d'être accompagnée de notre rédacteur en chef, Denis Plat. Bonsoir Denis. Bonsoir Amélie, bonsoir Patrick. J'ai le plaisir également d'être accompagnée ce soir de Patrick. Bonsoir Patrick. Bonsoir à tout le monde et joyeuse Pâques. Eh oui, joyeuse Pâques. Exact. Avec un jour d'avance. Avant de démarrer ces actualités, petit point sur notre salon virtuel de la chasse qui aura lieu du 23 au 25 avril. Avec toi Patrick. Et oui Amélie, ça se rapproche chaque semaine un peu plus. Oui. Pour chaque jour. Les nouvelles cette semaine, il y en a pas mal. Déjà, on a eu une petite réunion entre nous. On a cogité et on s'est dit qui on va mettre à l'honneur pour notre premier salon virtuel de la chasse. Et à l'unanimité, nous avons décidé de mettre la profession d'armurier, la belle profession d'armurier, à l'honneur. Que ferait-on sans un armurier ? Oui, tout à fait. Heureusement qu'ils sont là, armuriers, ce si beau métier auquel nous devons tout. C'est un alexandrin, je le fais remarquer. Oui, heureusement que nous avons les armuriers dans nos villes, dans nos agglomérations. On ne peut pas se satisfaire d'Amazon quand on est chasseur, c'est pas possible. Il faut des conseils, il faut des réparations, il faut un suivi, il faut, à la limite, l'armurier serait après les amis chasseurs, les chiens, le meilleur ami du chasseur. On y va de temps en temps parce qu'on passe devant, on s'arrête, on discute, on a les dernières nouvelles et puis on raconte ses dernières chasses et puis un pépin sur notre arme. On va chez l'armurier. Sans eux, vraiment, nous serions très, très embêtés. Ils nous arment, ils nous habillent, ils nous chaussent, oui, ils nous conseillent. Et puis on travaille beaucoup avec eux. Vous aviez vu les séries de portraits d'armuriers. Bref, on fait beaucoup de choses avec les armuriers. Donc ça nous a paru être une évidence. Tout à fait. Et ça va se concrétiser. Déjà, il y a pas mal d'armuriers qui sont présents. Et s'il y en a qui veulent l'être, d'autant qu'ils sont confinés depuis ce jour, s'ils veulent être présents, on leur fera de la place. Et on va faire donc toutes des animations autour de ça pour faire découvrir ce métier, faire découvrir éventuellement aux jeunes. Oui, on va probablement avoir de quoi expliquer aux jeunes comment devenir armurier. Voilà. Donc, bref, un salon de la chasse sous le soleil des armuriers, si j'ose dire. Autre grosse nouvelle au pluriel, c'est que nous avons 2 nouveaux partenaires officiels et 2 médias qui vont venir renforcer notre communication. Chasse et Pêche, la télé Chasse et Pêche du groupe Media One qui va être partenaire officiel du salon, donc qui nous donnera beaucoup de visibilité sur les réseaux et qui nous enverra certainement des célébrités de la chaîne. Peut-être José Boily, j'aimerais avoir José Boily. On vous en dira plus bientôt. Et le deuxième média qui va nous accompagner et nous renforcer, c'est le Chasseur Français, le groupe Chasseur Français, donc Revue Nationale de la Chasse, Chasseur Français, et les autres titres, qui va être aussi partenaire officiel du salon. Donc ça va donner beaucoup de visibilité, beaucoup d'animation sur place. Donc on est très content de les accueillir. Donc voilà, puis on a de nouveaux exposants chaque semaine. Vous pouvez encore devenir exposant, il n'y a pas de problème. On vous fera de la place comme je le disais tout de suite. Et dans les nouveaux exposants, j'ai voulu retenir qu'on avait les jeunes chasseurs qui vont venir. Qu'est-ce que serait un salon de la chasse sans jeunes chasseurs ? Et c'est l'avenir, c'est l'avenir de notre passion. Donc bien entendu, une grande place doit leur être réservée. Il y aura plein d'animations organisées sur les stands. Ils ont déjà pris le créneau apéro, ils m'ont dit. On n'en attendait pas moins d'eux. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire 23 au 25 avril, mais vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Je vous conseille de vous inscrire dès maintenant. C'est sur salonjlc.com. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci pour ce point, Patrick. On passe au sommaire de notre émission. Les actualités de la chasse et de la ruralité. Nous parlerons du projet de loi du gibier à la cantine. Nous verrons que les éleveurs français sont dans la tourmente.
Nous reviendrons sur la campagne anti-chasse de la Fondation Brigitte Bardot. Nous parlerons d'un nouvel élément au dossier de l'affaire Pilarski. Dans le territoire de Belfort, la FDC s'équipe d'un drone pour sauver les fans. Les formations obligatoires à la sécurité vont débuter. Et un sanglier aurait nagé jusqu'à l'île de Sésambre en Bretagne. Patrick nous dira ce qu'il a pu voir sur les réseaux cette semaine, Denis quant à lui nous dira ce qu'il a pu lire dans les médias cette semaine et nous parlera également de son livre de la semaine. Le dossier équipement de ce soir sera consacré aux cartouches Sologne avec une interview de Thibaut Villemet. Nous sommes ensemble pendant 1 heure, c'est parti. Denis, on démarre ces actualités avec le projet de loi du gibier à la cantine. Oui, pour une fois, nous sommes ravis de voir une PPL, une proposition de loi, un projet de loi déposé à l'Assemblée nationale, qui plus est déposé par un député LREM. Nous n'étions pas habitués. Il s'agit de Xavier Battu, qui est député de la 10e circonscription de Seine-Maritime. Nous disons bonjour à la Fédération de chasse de Seine-Maritime à l'occasion. Qu'y a-t-il dans ce projet de loi ? Xavier Battu, ce député, donc, souhaite qu'une fois par mois, du gibier, de la venaison sauvage, soit distribué, proposé dans les cantines françaises. Il dit que ça vise à 2 objectifs. Dans un premier temps, valoriser les circuits courts, valoriser une viande saine, parce que la venaison, c'est très sain comme viande. Et deuxième objectif, valoriser le travail des chasseurs. Et là, j'aime bien un extrait d'interview qu'il a donné dans la presse, où il dit « Cela permettra de valoriser le travail des chasseurs qui interviennent dans nos campagnes pour préserver l'environnement, restaurer sa biodiversité, sauvegarder la faune, qu'il s'agisse d'espèces chassables ou non chassables. » Et là, c'est vrai que c'est important de le dire, car les chasseurs hors saison, et même parfois en saison, travaillent beaucoup. On considère qu'il y a à peu près 78 millions d'heures de bénévolat données par les chasseurs en France pour restaurer des biotopes, les améliorer, les entretenir, mais que les espèces en question soient chassables ou non chassables. Nous ne faisons pas ça uniquement pour entretenir des espèces que nous allons tirer ensuite. Voilà, donc une initiative ô combien louable et que j'avais l'intention de louer. Voilà. Tu fais bien. On continue ces actualités avec toi, Denis, avec nos éleveurs français qui sont dans la tourmente en ce moment. Oui, alors plus précisément les éleveurs de bovins, qu'ils soient bovins destinés à la viande ou à l'étente. Et c'est un peu lié à l'actualité précédente, parce que valoriser les circuits courts, eh bien, ça devrait justement être aussi valoriser l'élevage français. Vous savez que la politique agricole commune est un pan énorme de l'Union européenne, un budget énorme, que la France en est le premier bénéficiaire, et qu'une part non négligeable de ces aides, de la PAC, va à l'élevage, et à l'élevage bovin. Que se passe-t-il en fait ? Pourquoi les agriculteurs, et les éleveurs en particulier, sont mécontents ? Ils sont mécontents parce qu'une partie de ces aides destinées à l'élevage va être détournée, non pas par l'Union européenne, mais par le gouvernement français, pour favoriser, valoriser la production de protéines végétales. Officiellement, la raison est la suivante. Il faut que la France devienne moins dépendante du soja importé, en particulier du Brésil. La raison officieuse et probablement importante, c'est que, comme le disait le journal Capital, dans lequel j'ai pioché cette information, la guerre du steak a commencé. On assiste actuellement à des poussées. Je pense que le ministre actuel de l'Agriculture ne le souhaitait pas, mais on a un numéro 3 du gouvernement qui s'appelle Barbara Pompili qui a dû pousser à cela. Pour cela, favoriser les protéines végétales au détriment des protéines animales. Il y a un vrai problème. Il faut savoir quand même que l'élevage français a besoin de ces aides. Un éleveur en moyenne en France de bovins gagne 700 € par mois.
Connaissez-vous beaucoup de gens en France qui vont travailler plus de 50 heures par semaine pour 700 € par mois. Donc c'est un véritable scandale, c'est une véritable atteinte à la souveraineté alimentaire de notre pays. Je me rappelle qu'en début de confinement, un président de la République, qui est le même qu'actuellement, disait qu'il fallait sauvegarder, préserver, améliorer la souveraineté alimentaire française. Ce n'est pas en détruisant l'élevage de bovins qu'on va y arriver. Or, c'est un risque qui pèse sur l'élevage des races bovines actuellement en France. Quand il n'y aura plus d'éleveurs en France, on va importer de la viande de Nouvelle-Zélande, d'Argentine. Bonjour le bilan carbone. Ouais. Non, il y a un vrai problème. Le vrai problème, en fait, c'est la poussée écolo qui veut valoriser les protéines d'origine végétale. Voilà. Gros problème, effectivement. Déferlement sur les réseaux cette semaine, je pense que vous l'avez tous vu. Nous allons parler ce soir de la campagne anti-chasse de la Fondation Brigitte Bardot. Oui, on ne pouvait pas la rater. Là, il faut reconnaître que Brigitte Bardot et sa fondation ont franchi un pas dans l'injure, dans la haine, dans l'intolérance et dans l'outrance. On voit à l'écran l'affiche, vous la connaissez tous maintenant, qui sera déployée à 1500 exemplaires sur l'ensemble du territoire. Elle est inspirée très visiblement de la lutte contre le Covid. Elle montre 3 chiffres, nombre d'accidents, nombre de morts et nombre d'animaux tués à la chasse. Alors, non, pas tués, abattus. Parce qu'évidemment, ces oiseaux anthropomorphistes ne pouvaient pas se contenter de tuer. Je suis surpris d'ailleurs qu'il n'ait pas dit assassiner. J'inciterai Brigitte Bardot et sa fondation à dire assassiner la prochaine fois, pour la prochaine affiche. Mais moi, ce qui m'interpelle vraiment, c'est que imaginez cette affiche avec, à la place de chasseurs, vous rayez chasseur, vous mettez une race, une religion ou un sexe, mais là, ce sont des milliers et des milliers de plaintes, c'est un procès, c'est une condamnation et c'est la prison. C'est un peu une incitation à la haine. C'est, en tout cas, oui. On traite d'assassin, voilà, meurtrier au milieu. Mais en tout cas, il existe apparemment dans ce pays des discriminations qui sont acceptées, qui sont autorisées. Alors, bien évidemment, la FNC et le président Schrán sont montés au créneau très vite en disant qu'ils allaient entamer une action en justice et une action administrative aussi à l'encontre de cette campagne de communication. Néanmoins, les panneaux commencent à être déployés. Je souligne d'ailleurs qu'un groupe de jeunes chasseurs de Picardie a lancé une page Facebook destinée à recenser tous ces panneaux anti-chasse. Je vous invite d'ailleurs à vous inscrire sur cette page Facebook et à les aider à recenser, et je dis bien recenser, tous ces panneaux anti-chasse. Oui, vas-y Patrick. Je me fais un peu l'avocat du diable, mais je sais que je suis souvent sur les réseaux et j'ai vu cette semaine que certains disaient que c'était un peu la réponse du berger à la bergère avec la campagne d'affichage, premiers écologistes de France, justement la FNC. Oui, alors, cette campagne date, d'accord, donc la Fondation Brigitte Bardot a mis du temps à réagir, ou aurait mis du temps à réagir si c'était ça. D'autre part, je tiens à préciser justement qu'à propos de cette campagne, chasseurs premiers écologistes de France, la FNC a été condamnée pour parasitisme d'une campagne peu ou prou identique de la LPO. Là, la campagne de Madame Bardot, elle n'est pas peu ou prou inspirée de la campagne des luttes contre le Covid. C'est du copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Donc, à la limite, j'aimerais que le même magistrat qui a condamné la FNC condamne la Fondation Bardot pour parasitisme. À mon avis, c'est pas près d'arriver. Et puis la campagne de FNC ne montrait pas du doigt, comme on l'a expliqué, une communauté française. Non. Pas une communauté. Voilà. Bon, n'oublions pas d'où vient cette campagne. C'est Madame Bardot, c'est sa fondation qui sont habitués à l'injure, à l'outrance, à la haine du genre humain en général. Cette fondation et sa présidente n'aiment pas les hommes. Voilà. Elle n'est pas exempte de tout reproche. Il y avait un article du Canard enchaîné, il y a un an, je crois, qui était lui-même inspiré d'un rapport de la Cour des comptes qui disait que la Fondation avait pas mal à balayer devant sa porte en matière. La Cour des comptes avait relevé pas mal d'irrégularités. Donc voilà. Et puis 1500 panneaux, t'as dit Alors, 1500 panneaux. On peut se poser la question du coût de cette campagne. À mon avis, c'est ce que j'allais te poser comme question. Faramineux. C'est faramineux. On n'a pas le chiffre, mais... On n'a pas le chiffre et on ne l'aura jamais. Quoique, si, dans les comptes, si la Fondation publie enfin ses comptes, on aura les chiffres. Il faut rajouter à cela
le fait que la Fondation vient d'annoncer qu'elle débloquait 50 000 € pour le fameux zoo de Pont-Scorff, qui est maintenant, ça y est, en liquidation judiciaire. Donc ça, plus les 50 000 € pour Pont-Scorff, je n'arrive pas à comprendre qu'il y a un mois à peine, Madame Bardot et sa Fondation demandaient une aide d'urgence de l'État pour pouvoir accueillir des animaux de ferme soi-disant maltraités. Donc il y a plus d'argent pour la com que pour les animaux dans la Fondation Bardot. Ça montre les priorités. Voilà. Effectivement. On voulait revenir ce soir également sur l'affaire Pilarski, puisqu'un nouvel élément à charge contre le chien et son propriétaire a été révélé cette semaine. Oui, la presse, mais d'ailleurs c'est aussi un peu en lien avec l'actu précédente, parce que, enfin on va y revenir. Oui, en effet, la presse s'est fait l'écho de nouveaux éléments apparus dans l'enquête sur le décès horrible et tragique d'Elisa Pilarski. Les deux éléments sont les suivants. Les enquêteurs ont mis la main sur un SMS que Christophe Ellul, le propriétaire du chien, aurait envoyé ou a envoyé en disant texto « je vais le faire piquer ». Il parlait de son chien. Donc il admet que son chien est dangereux. Envoyé à sa compagne, à Elisa. Envoyé, a priori, ça je ne le sais pas exactement, un texto. Il a envoyé un texto disant « je vais le faire piquer » à propos de son chien. Donc il admet que son chien est dangereux. Deuxième élément, un certain nombre de photos ont été faites par Elisa Pilarski quelques minutes avant sa mort, où l'on voit le chien sans muselière. Bon, alors que un des arguments de Christophe Ellul, de sa défense, des anti-chasses et des anti-véneries, était que le chien ne pouvait pas avoir fait ça puisqu'il était avec une muselière. Bon, alors, nous ne sommes pas enquêteurs, nous ne faisons que l'écho de ce qui est paru dans la presse, mais je voulais mettre en valeur ces deux éléments-là, surtout en se rappelant qu'un des plus acharnés, parmi les plus acharnés en tout cas, à attaquer la vénerie, c'était la Fondation Bardot et sa présidente. Nous attendons, et nous attendrons vainement, un mea culpa de sa part, c'est évident, mais voilà, la défense de Christophe Ellul est mise à mal. Ça ne ramènera pas Elisa Pilarski, malheureusement, tout cela, c'est évident. Mais ce qui est important, c'est de voir que les Rémi Gaillard, les Clément, les Bardot, leur fondation, ainsi de suite, se sont répandus, sautant sur n'importe quoi pour attaquer la chasse, et la vénerie en particulier, et que, comme d'habitude, ils n'y connaissent rien, ils se trompent, ils mentent, ils manipulent. Voilà. Et ils ne se déjugent pas. Jamais. Ils ne s'excusent pas non plus. Jamais. Toujours pas. On en avait parlé dans notre dernière émission. Le territoire de Belfort, en tous les cas la Fédération des chasseurs, s'équipe d'un drone pour sauver les fonds, et tu voulais nous faire un petit focus, Denis, ce soir. On parlait un petit peu plus longtemps, oui. Bonne initiative. Alors là, j'aimerais la signaler à Madame Bardot. Ça vise à sauver des animaux. Elle devrait elle devrait participer financièrement. Oui, la fédération départementale du territoire de Belfort s'est équipée et a fait un bel investissement. Je crois que c'est 20 000 € d'un drone. Pourquoi ? Parce qu'en période de fauche, au printemps, quand les herbes sont hautes, c'est la période de mise bas d'un certain nombre d'animaux. Chevreuils, cerfs, enfin biches en l'occurrence, et puis on a aussi les éclosions pour les perdrix, pour les faisans, et ainsi. Donc évidemment lors des fauches, l'agriculteur il doit aller vite, il ne voit pas, et c'est dommageable pour la faune. Là, la fédération s'est équipée d'un drone, un bel outil, avec de très très belles caméras, et voilà, il est mis à disposition gratuitement des agriculteurs dans certaines zones, et ça aide à repérer les animaux, à les faire fuir, et ensuite l'agriculteur peut continuer. Ça, c'est une très très bonne initiative. On voit le drone à l'image là actuellement, avec la directrice de la fédération et le technicien de la fédération du territoire de Belfort qui est en charge de ce beau projet. C'est intéressant, voilà. C'est à noter, les chasseurs aident les agriculteurs. Il y a des collaborations de plus en plus fréquentes. On parlait la semaine dernière de chasseurs qui étaient allés bénévolement tailler la vigne d'un agriculteur qui mettait un bois à leur disposition. J'aime ce genre de collaboration parce que voilà, c'est la ruralité dans ce cas-là de plus beau à offrir. Voilà. On salue encore cette initiative du territoire de Belfort. On reparle de sécurité ce soir puisque les formations obligatoires à la sécurité vont débuter. Mais oui, nous savons tous que depuis un arrêté d'octobre 2020, la chasse va être...
à 3 nouvelles règles bien précises. 1. Le port du gilet fluo, d'un vêtement fluo en chasse collective au grand gibier est obligatoire partout. Et il sera orange, pas jaune, vert ou rose. 2. La pose de panneaux. Et puis 3. Surtout, la formation décennale pour tous les titulaires d'un permis validé, formation décennale à la sécurité. Ces formations seront dispensées par les fédérations départementales de chasse. Nous attendions tous, parce que le programme de cette formation est concocté par la Fédération nationale de chasse. Donc, il fallait un certain temps de mise en œuvre. Le matériel commence à être envoyé dans les fédérations départementales, donc celles-ci vont pouvoir débuter les formations. Qui va y aller en premier? Qui va y aller en premier? Alors ça, c'est comme pour les vaccins. C'est peut-être un peu comme pour les vaccins, je ne sais pas. Mais voilà, les fédérations départementales vont probablement envoyer à leur mailing list et à tous les chasseurs du département des convocations ou mettre à disposition un calendrier en disant voilà, il y a des formations tel jour, de telle heure à telle heure. Voilà. C'est gratuit, il faut bien le dire. Ce n'est pas un examen. À souligner. Il faut bien le dire aussi, c'est juste une formation, une piqûre de rappel, puisqu'on est dans une période de piqûre, à la sécurité. J'aimerais dire quand même qu'il y a des règles locales qui viennent se surajouter un petit peu à cela. Et je prends l'exemple de la Fédération départementale du Doubs. Cette formation existe déjà dans le Doubs depuis 2014-2015, je crois. Oui, c'est ça, la saison 14-15. Et tout jeune chasseur, à partir de la saison 2014-2015, dans le Doubs, devait, dans l'année suivant l'obtention de son permis, faire cette formation supplémentaire. De surcroît, ce qui est intéressant aussi, c'est que si l'on va chasser dans le Doubs, ou que l'on s'installe en tant qu'ancien chasseur, on déménage dans le Doubs et on vient y chasser, eh bien, on doit passer dans l'année sa formation de sécurité aussi. Voilà, il faut se renseigner quand on va chasser dans certains départements ou que l'on y emménage sur les règles, parce qu'on peut se retrouver de bonne foi en infraction avec certaines règles locales, j'entends. Voilà. Très bien. Denis, je crois qu'on savait que les sangliers étaient plutôt des bons nageurs, mais là, je crois que ça dépasse tout ce qu'on imaginait. Alors oui, bon, on a tous vu, chasseurs, des sangliers traverser des étangs, des rivières. On sait qu'ils nagent très très bien. Les gens qui habitent sur les côtes en voient parfois dans l'eau de mer, donc ils n'ont pas peur non plus de l'eau de mer. Mais là, le propriétaire d'un restaurant sur l'île de Sésambre, en Bretagne, sur les côtes d'Armor, alors c'est une petite île superbe, qui est au large de Saint-Malo et de Dinard. On voit la carte à l'écran là. Cette île est située quand même à 3,5 km, 4 km des côtes. Et le propriétaire donc d'un restaurant a découvert un matin, dans un buisson, à côté de chez lui, un sanglier mort. Donc on se pose la question de savoir au début, est-ce que c'est un sanglier qui serait mort sur la côte et la marée l'aurait emmené là-bas? Non, parce qu'on a trouvé aussi des excréments de sanglier. Donc il y a bien vécu avant d'y mourir. Donc il aurait traversé à la nage 4 km de mer pour arriver là-bas. Alors, finalement, tout le monde s'étonne, bravo, ainsi de suite. Mais j'aimerais quand même dire que les sangliers bretons, parce que moi je suis provençal, sont un peu des petits joueurs par rapport aux sangliers provençaux, parce que, je ne sais pas si vous connaissez ce très bel archipel, l'île du Levant, l'île de Porquerolles et de Porquerolles en Méditerranée. L'île de Porquerolles, qui est à mon avis la plus belle, la plus petite mais la plus belle, a depuis quelques années une population d'une 50aine de sangliers qui sont... Alors, certains sont nés sur place, mais les premiers sont arrivés à la nage. Et l'île est située à environ 11 km des côtes. Donc le record est plutôt dans le sud. Je suis désolé, le record serait plutôt dans le sud. Voilà. Je croyais que tu fréquentais l'île du Levant. Pas depuis longtemps. Voilà. Merci. C'est une île de nudistes. Oui, je pense que les gens auront compris. Les gens auront compris. Bon, merci Denis pour ces actualités. On passe à ta chronique en direct des réseaux, Patrick. Cette semaine, j'ai pas grand-chose à raconter, parce que c'est assez calme, et puis j'ai pas envie de raconter des informations négatives qui arrivent souvent sur les réseaux. Par contre, il y a une information qui a retenu mon attention, et en plus qui vient de nos réseaux, parce que j'ai vu sur notre Facebook, notre Twitter, jeudi dernier, qui parle en plus du salon de la chasse que j'ai essayé d'animer, qui nous annonce la visite de Barbara Pompili au salon virtuel de la chasse que nous tenons, au salon virtuel de la chasse, J'aime la chasse,
Quand cette nouvelle est-elle parue? Jeudi. Jeudi, d'accord. Okay. Je l'ai raté, c'est dommage. C'est pas toi qui avait... Non. Bon, vous l'aurez compris. C'était un poisson d'avril. Je me suis fait piéger. Bon. Donc, plus rien à dire pour tes réseaux cette semaine. Tu feras mieux la semaine prochaine s'il y a du positif. Qui a trompé certaines personnes. Oui, merci. Bon, moi la première. Désolée. On passe à ta chronique, Denis, les brèves du chasseur. Oui, alors avant de commencer les brèves du chasseur, je voulais compléter le direct des réseaux, parce que j'ai vu sur Twitter 2 tweets de 2 de nos chers députés, nos députés favoris, Loïc Dombreval, qu'on ne présente plus, le député de la 6e circonscription, très rural, très chasseur des Alpes-Maritimes, je dis ça aux gens du coin, qui n'a de cesse de tacler la chasse, d'attaquer la chasse et l'élevage. Il y a aussi beaucoup de bergers dans cette circonscription, donc je leur dis au passage. Et de Dimitri Houbron. Dimitri Houbron, c'est un député d'un de ces petits groupuscules annexes de LREM qui s'appelle, je crois, Agir Ensemble, qui a été vu il y a un mois et demi, aux côtés de Hava, en forêt de Compiègne, et qui, voilà. Les 2 tweets de ces 2 députés, bien entendu, soutiennent complètement la campagne de communication de la Fondation Bardot. Voilà. Donc voilà, ils s'affirment, on sait où sont nos opposants, nos ennemis même, irais-je jusqu'à dire. Voilà. Pour les brèves des chasseurs, 3-4 grandes brèves importantes à mon avis. Vous avez tous vu ou entendu parler de ce documentaire sur la 5 de Hugo Clément, sur le front. Alors là, c'était sur le front des forêts. Et des forêts françaises. Alors c'est un grand monument, comme d'habitude avec Hugo Clément, de mensonges, de manipulation, d'approximation, d'erreurs. Il filme l'irruption illégale sur une propriété privée, dans une entreprise de bois, de l'irruption de quelques activistes. Voilà. Il dénonce pêle-mêle les coupes rases, l'utilisation du bois. Ce qui est intéressant à noter, c'est la très bonne réponse de Eddy Pujalon, le président du mouvement de la ruralité. Il tacle bien Hugo Clément, demande des explications à la 5, parce que celle-ci n'a pas donné la parole aux sylviculteurs français. Elle n'a écouté que quelqu'un, je n'oserais nommer des journalistes. Ça pose question, parce que justement... Voilà. Il est autant activiste que journaliste. Bien sûr. Voilà, donc c'était à voir, et il sera intéressant de vérifier si la 5 donne un droit de réponse aux sylviculteurs français. J'ai vu dans Sud-Ouest, les bras m'en tombent, à Arcachon, un élu Europe Écologie Les Verts de la municipalité, je crois, s'oppose à la distribution et à l'installation de pièges contre le frelon asiatique. Alors là, je suis stupéfait. On les savait incompétents, mais là, à ce point-là, c'est grave. Le frelon, c'est une espèce exotique envahissante. On sait très bien les coûts que génèrent ces espèces exotiques envahissantes en France, qui s'attaquent... arrivé il n'y a pas si longtemps. Pas très longtemps, tout à fait. Ça fait des ravages sur une espèce autochtone, l'abeille, et il ne faudrait pas les piéger parce que ce serait nocif pour la biodiversité. Oui, enfin les dégâts aussi sur les humains, parce qu'on a quand même eu des gens qui sont morts de piqûres de frelons asiatiques. Donc ça montre encore une fois que ces gens-là ne sont ni écologistes, ni verts. Ce sont juste des sectaires dogmatiques. Je pense qu'il faudrait les rebaptiser Europe démagogie les sectaires, mais certainement pas. Et ce hold-up que ces gens-là ont fait sur le mot écologie est un scandale. Un scandale. Comment peut-on être écologique en déployant des éoliennes, en rasant des forêts pour mettre des panneaux solaires? Enfin, c'est un scandale. Là, il y a un hold-up sémantique sur le mot écologie qu'il faudrait peut-être... enfin bon. Oui, protéger les punaises de lit il y a 2 semaines. Oui, c'était fou. Voilà. Une actualité réjouissante dans le Maine-et-Loire. Des élèves d'une école, des élèves de CE1 donc, ont été associés avec la fédération et un groupement synégétique et la fédération départementale à des plantations de haies
On voit le compte-rendu là, qui en a été fait dans la presse locale. C'est intéressant, les FDC, les groupements d'intérêt synergétique se tournent de plus en plus vers la jeunesse pour montrer, pour expliquer la nature, la biodiversité, l'importance des haies. Ce sont des vrais connaisseurs, eux. Ouais, c'est vraiment très bien, très belle initiative aussi. Et puis une petite dernière pour la route, je ne sais pas si vous avez lu La guerre des mondes, le roman de Wells, qui est assez remarquable. Là, ces derniers jours, on a eu la guerre des blondes. Dans la presse régionale, beaucoup ont relevé que la blonde Bardot avait lancé une campagne de com et que la blonde Johanna Clermont avait lancé la sienne avec Zone 300 dans les couloirs du métro parisien. Donc voilà, on voit. La presse régionale n'a pas fait un grand effort d'originalité parce que j'ai remarqué que les titres étaient exactement les mêmes partout. Il n'y a que La Voix du Nord qui quand même est allée un peu plus loin. Elle a fait un peu le même titre, mais elle a montré les deux affiches, celle de Zone 300 dans le métro, celle de la future campagne, de l'actuelle campagne de com de Bardot. Et puis moi je me suis dit, la guerre des blondes, est-ce qu'il y a un roman, un livre ou un film qui en parle? J'ai cherché, il n'y aurait pas de livre, mais j'ai trouvé un film. Alors c'est à mon avis pas un chef-d'œuvre du 7e art, on voit l'affiche actuellement à l'écran, il y a un film qui s'appelait La guerre des blondes. Voilà la dernière brève des chasseurs. Bon. Tu voulais nous donner un conseil de lecture cette semaine, Denis? La semaine dernière, c'était déjà un bon conseil, mais alors là, voilà. Je vais vous parler d'un livre superbe, franchement. D'un livre passionnant, d'un livre indispensable à tout chasseur de migrateurs et de gibier d'eau. Alors je crois que les passionnés, les initiés auront déjà compris que je vais parler du livre du docteur Rocher, La chasse au canard. S'il y a une Bible pour les chasseurs de gibier d'eau et de migrateurs, c'est le livre du docteur Rocher. Il date de 1953. Il y a eu plusieurs éditions, alors c'était l'âge d'or de la chasse des migrateurs. Il y a eu plusieurs éditions. La dernière en date, celle que j'ai dans ma bibliothèque, est absolument superbe. Elle est sortie l'année dernière aux éditions Versicolor. C'est un pavé. Il est superbement illustré par les aquarelles originales de la première édition de Lamotte, un aquarelliste d'un talent immense. Et là, cette édition est additionnée d'aquarelles de Patrice Bach. Je crois qu'il y a peu de gens qui ont été capables d'être aussi complets que le docteur Rocher sur ce sujet. Mais en plus, capable de transmettre une passion, parce que c'est un livre qui mélange la technique, comment tendre ses aplats, comment construire une hutte. Enfin, il a fait un tour de France, mais exhaustif, de la chasse aux migrateurs et aux gibier d'eau, en partant de ces terres du Nord, la Bretagne, le Sud-Ouest, la Provence avec la Camargue, il est allé dans la Meuse aussi, enfin bon voilà, c'est remarquable, c'est une mine technique, mais aussi un livre de souvenirs, un livre de poésie, un livre d'émerveillement devant un passage de migrateur, devant une nuit mémorable à la hutte, c'est assez extraordinaire. Je vous laisse regarder la table des matières. En ce moment, là, qui déroule, vous voyez que la table des matières, c'est souvent une bonne porte d'entrée pour un livre. Ça permet d'avoir un aperçu, voilà. Et là, celle-là dit tout. Je conseille ce livre à tous les chasseurs de gibier d'eau, mais à tous les chasseurs en général. D'abord parce que les illustrations sont superbes, qu'on apprend plein de choses. C'est vraiment un monument. Voilà. Merci pour ce conseil lecture, Denis. On va passer maintenant à notre dossier équipement. Dossier équipement consacré ce soir aux cartouches Sologne, puisque Denis, tu as eu l'occasion d'interviewer Thibaut Villemet il y a quelques jours. Oui, Thibaut Villemet, qui est le PDG de Cartouches Sologne, une belle entreprise française installée en Sologne, comme son nom l'indique, qui produit 1 million de cartouches par an. Mais on va écouter son interview, c'était très intéressant. Il faut quand même noter aussi que Thibaut Villemet, son PDG, est un ingénieur. Donc il sait de quoi il parle quand il parle de balistique. Et voilà, écoutons-le, c'est très intéressant. Thibaut Villemet, bonjour. Vous êtes le PDG de Cartouches Sologne, une entreprise française bien connue de tous les chasseurs. Je suis ravi de vous avoir aujourd'hui au micro et devant les caméras de J'aime la chasse. Thibaut, merci de prendre du temps et bienvenue.
Bonjour Denis, merci pour cette invitation sur J'aime la chasse. Je remercie tout d'abord toutes les personnes qui regarderont l'émission, nos amis chasseurs, tireurs. Voilà, donc rapidement, je suis effectivement le PDG de la société Cartouche Sologne, installée à la Motte Beuvron. Depuis 15 ans maintenant, à la sortie de mon école d'ingénieur, j'ai pu reprendre la tête de cette petite société. Voilà. La société produit des munitions depuis maintenant 1997, donc on arrive bientôt à 25 ans d'anniversaire, si je puis dire, pour l'année prochaine. Et donc, c'est important pour nous de pouvoir développer cette fabrique de cartouches, notamment pour le développement de calibres un petit peu particuliers. Nous avons comme clients principalement les armuriers chez qui nos clients vont acheter des munitions et faire régler leurs carabines et réparer leurs armes, quelques balles-trappes, quelques fabricants de dispositifs de sécurité, mais également quelques forces de l'ordre. Voilà. Très bien. Alors, Thibaut, voilà, vous êtes présenté, vous êtes ingénieur de formation et vous avez repris cette entreprise qui est, comme vous l'avez dit, qui date de 1997, je crois. Tout à fait. Voilà, combien d'employés dans l'entreprise Cartouche? Alors concrètement, on est 5 employés répartis à moitié en production, moitié, on va dire, dans les bureaux pour la gestion administrative et commerciale. Et on produit à peu près 1 million de cartouches mécaniques, tout calibre et tout modèle confondu. J'ai inclus dedans également des pyromécanismes que je fais pour, par exemple, des grenades de CRS lacrymogènes notamment, où j'interviens en sous-traitance pour d'autres sociétés qui nous demandent des cartouches propulsives ou de spectacles. D'accord, très bien. Donc, vous êtes en cartoucheur, c'est-à-dire que vous recevez des composants, vous les assemblez pour en faire des cartouches sous votre marque, c'est cela? Alors, comment ça se passe effectivement chez nous? Je suis en cartoucheur, ou plus précisément le terme, c'est-à-dire intégrateur. On achète de la poudre française, la plupart du temps chez Nobel Sport, l'usine de Pont-de-Buis en Bretagne. On achète des douilles, principalement sur le marché européen, mais également un petit peu sur le marché US. Et les projectiles, donc notre fameuse balle sans plomb GPA est fabriquée dans la vallée de Cluse par un décolleteur français également. Et les autres projectiles sont achetés sur les marchés européens ou américains, principalement des balles de chez Nosler, de chez Hornady, de chez Sierra, ou également des fois des balles de chez Norma ou RWS en fonction de la demande des clients et du souhait de la cartouche qu'ils veulent que l'on mette en point. Bien évidemment, tout ça en adéquation avec le BNE, le Banc national d'épreuves de Saint-Étienne, qui nous sert de laboratoire balistique. D'accord. Donc, voilà un peu ce qu'est l'entreprise. Vous disiez donc environ 1 million de cartouches produites annuellement. Balayons un peu la gamme, rapidement la gamme de ce que vous offrez. Je crois qu'il y a 4 grands... Exactement. On a 4 grandes familles. On a la famille de chasse, donc la famille pour mettre dans les carabines qui vont aller à la chasse au grand gibier, du 243 jusqu'au 500 Nitro Express. On va avoir une gamme qui est plus tir. On va recharger des ogives de match, entre guillemets, des ogives qui servent à faire des bons scores parce qu'elles ont des bons coefficients balistiques. Une troisième partie qui est plutôt la partie de défense qui s'adresse à des forces de l'ordre sur des projets bien spécifiques. Et une troisième plutôt collection dans notre gamme Cowboy Shooting Western qui nous permet de faire revivre certains vieilles carabines ou vieux pistolets avec des chargements plutôt light qui permettent de les utiliser. D'accord. Donc oui, j'ai vu moi sur votre site internet que vous aviez la partie Cowboy Western. Donc là, ça veut dire que vous faites pour armes longues, mais aussi pour armes de poing. Tout à fait. Le principe étant qu'à l'époque, ces cartouches-là étaient chargées à la poudre noire et avec l'invention des poudres sans fumée qu'on doit à un ingénieur également français, on a des développements de pression interne qui sont pas tout à fait la même chose entre de la poudre sans fumée et de la poudre noire. Donc, on travaille là-dessus avec une poudre spécialement développée par Vitavuri pour imiter au plus près les performances de la poudre noire. D'accord. Bien, comme notre émission s'appelle « J'aime la chasse, l'émission » et que notre public est principalement chasseur, est-ce qu'on pourrait maintenant s'attarder un petit peu sur la production chasse, spécifiquement chasse?
Vous m'avez dit, Thibaut, que vous alliez du 243 jusqu'au 500 nitro. 500 nitro qu'il faudra que j'essaye un jour. Ça ne m'est encore jamais arrivé. J'aimerais assez ressentir la sensation du 500 nitro. Il paraît que c'est assez décoiffant. Mais voilà, pouvez-vous nous parler un peu de vos munitions chasse, évidemment sans envisager l'ensemble des calibres, mais un petit peu ce que les grands produits phares peut-être de l'entreprise. Alors, déjà peut-être les gammes. Nos produits chasse se décomposent en deux gammes. La plus célèbre étant la gamme GPA, avec nos ogives sans plomb made in France. Et l'autre gamme est la gamme Sologne classique, dans laquelle on retrouve tous les chargements avec des balles autres que notre GPA, balles qui peuvent être également sans plomb. On est spécialisé plutôt dans les marchés de niche, même si on fait aussi du 300 et du 30-06. On recharge actuellement environ 150 calibres différents, notamment des calibres dits obsolètes, bien qu'ils soient encore proposés par les grands manufacturiers allemands de carabines. Donc, si vous cherchez par exemple une cartouche de 6,62 frères pour votre Kiplov Blazer, ça sera chez nous que ça se passera. Voilà. Et ça permet de répondre à une demande qui est forte, d'armes plutôt anciennes, de familles, qui ont été transmises de génération en génération, où les clients cherchent quand même des munitions qui n'intéressent pas du tout la fabrication qui n'intéressent pas les fabricants de munitions de grande série. D'accord. Donc, si je retrouve une carabine superbe dans le grenier de la maison familiale, je la porte à un armurier, il va me dire quel est le calibre, et là, je vous passe un coup de fil, et éventuellement, vous avez ça en stock ou vous êtes capable de produire, c'est ça? Exactement. Vous retrouvez la vieille Moser 66 de votre grand-père ou la Mannlicher Schanauer en 6.5-54. On est capable de faire des munitions pour ces armes-là, et bien entendu, éventuellement même de faire des expertises. C'est-à-dire que régulièrement, on est contacté par des armuriers, par nos clients, qui me demandent de faire quelques expertises pour déterminer le calibre, déjà dans un premier temps, et savoir si c'est déjà quelque chose que nous avons au catalogue. On peut aussi également trouver des munitions, par exemple, pour les vieux mixtes ou les vieux drilling, je pense au calibre 9.3 72R, où on propose une gamme de chasse disponible. Et donc, c'est nos clients armuriers qui nous commandent ça pour vous, nos amis chasseurs. D'accord, Thibaut. Alors, justement, la chasse, actuellement, est attaquée de toutes parts, mais elle est un tournant en termes de l'utilisation du plomb. On a tous suivi les négociations qu'il y avait au sein de la bureaucratie de l'Union européenne à propos de l'utilisation du plomb dans les munitions de chasse et de tir d'ailleurs. Et en fait, ce qui a été retenu, c'est évidemment ce qui n'est pas bon pour la chasse, c'est-à-dire la future interdiction du plomb pour les armes de chasse autour des zones humides. Le problème, c'est que la définition des zones humides, on le sait, est retenue par l'Union européenne, c'est la définition de la Convention de Ramsar, ce qui élargit le périmètre d'interdiction à pratiquement toute l'Europe de l'Ouest. J'ai coutume de dire qu'on ne pourra plus utiliser du plomb que dans le Sahara bientôt, parce que là, vraiment, il n'y aura pas d'eau ou de flaques à proximité. Donc, comment une entreprise comme la vôtre envisage-t-elle le futur, puisque le plomb était quand même la base des munitions de chasse jusqu'à présent? Alors, j'ai eu la chance d'avoir un précurseur, donc l'ancien propriétaire de la société, Monsieur Quinsac, qui avait travaillé avec l'ingénieur Monsieur Carré et qui a développé notre fameuse balle GPA sans plomb, justement suite à des pénuries de balles plomb pour ces chasseurs de Sologne. Et donc, c'est un produit qu'on propose depuis 1997 et qui répond tout à fait aux attentes écologiques du moment. Même si, bien entendu, dans certains vieux calibres assez spécifiques dus au pas de rayure des armes, cela posera probablement quelques problèmes pour ces armes dans le futur. Néanmoins, on travaille également sur une revisite pour cette année de notre balle GPA. Je vous en dirai un petit peu plus quand le produit sera terminé. Mais on peut aussi trouver dans notre gamme des projectiles de chez Barnes, la fameuse TSX, qui est également une ogive sans plomb monométallique et qui permet de répondre à ces exigences. D'accord. Bon, je vais dire un mot de la concurrence. Il m'arrive, moi, dans mon Express, de tirer des RWS Evo Green, qui sont sans plomb. Tout à fait. Voilà, j'en suis ravi. Est-ce que c'est un produit que vous pouvez encartoucher ou que vous envisagez
d'encartoucher dans l'avenir? Alors, pourquoi pas, effectivement, hein. Moi, si on peut nous proposer via la société RUAG des ogives sans plomb, on est prêt à répondre à la demande de nos clients, notamment sur les calibres dits obsolètes, où on n'est pas vraiment concurrent. Me comparer, moi, ma petite société au monstre qu'est RUAG, c'est vrai que c'est anecdotique, mais le but étant de proposer aux chasseurs toujours des munitions pour que nous puissions assouvir notre passion et par là même voilà, continuer à aller à la chasse malgré les oppositions de la Commission européenne sur le plomb. D'accord. Vous avez employé le mot, vous avez prononcé le mot, enfin l'expression, l'acronyme GPA à plusieurs reprises. Je sais que c'est un des produits phares de l'entreprise. C'est aussi un produit qui a, comment dirais-je, généré une petite polémique. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot pour faire taire cette polémique qui, à mon sens, n'a pas lieu d'être, mais est-ce qu'on peut en dire deux mots? Bien sûr, tout à fait. Je produis depuis maintenant plus de 15 ans à peu près 250 000 GPA par an, qui représente, on va dire, la moitié de ce qu'on va produire en munitions globalement. Et le principe étant que c'est une ogive sans plomb, donc percée sur la partie frontale avant et qui expanse par compression hydraulique. C'est-à-dire concrètement qu'il faut qu'il y ait un fluide qui rentre dans le trou central de la balle pour provoquer l'expansion et la pétalisation de nos projectiles. Voilà. La différence entre une Barnes TSX et une GPA va tout simplement se trouver dans le fait que la GPA, les 4 ouvertures de la balle vont provoquer 4 sous-projectiles qui vont créer des lésions supplémentaires. Voilà. À la différence des balles plomb qui, elles, vont plutôt expanser par compression mécanique, c'est-à-dire dès qu'elles touchent quelque chose. Concrètement, moi, étant ingénieur, je suis un peu comme Saint Thomas, je crois ce que je vois. Donc, j'ai fait d'abord des essais dans différents matériaux avec des tirs sur écran, en blocs de gélatine et autres. Et après, pour une fois que j'étais à peu près sûr, j'en ai donné à l'IRCGN pour qu'il me fasse quelques études balistiques à ce sujet-là. Et donc, il a été bien prouvé que le projectile expanse en milieu hydraulique et qu'à la différence d'autres projectiles, quand on met un écran de bois devant, ça a plutôt tendance à blinder le projectile et à moins expanser. J'ai mon frère qui m'a fait une jolie photo il y a quelques années de ça en ayant tué un sanglier derrière un baliveau et la balle n'avait pas expansé, de la retrouver intacte avec du bois dedans. Elle a quand même tué le sanglier. D'accord. Donc, une polémique qui n'a pas lieu d'être, peut-être lancée à la suite de tirs imprudents. Moi, je l'utilise et nos clients l'utilisent avec satisfaction. Quand c'est dans les règles de 30 degrés, les tirs fichants, toutes les règles de bon sens et de sécurité d'utilisation des armes à feu. Moi, je suis partenaire aussi de la formation parce qu'on fabrique aussi les munitions à balles plastiques qui servent à l'entraînement du permis de chasse. Chez nous, la sécurité est quelque chose qui est quand même partie prenante et prépondérante, d'autant plus qu'on travaille avec de la poudre et des explosifs. Donc voilà, d'une manière générale, la sécurité est le problème de tout le monde. Quand on voit les accidents de cette année en baisse, c'est toujours des accidents de trop, et bien souvent dus à des mauvais tirs dans de mauvaises conditions et de non-respect des consignes de chasse. Globalement, c'est très souvent ça, en effet. Il y a un aspect qu'on n'a pas abordé, c'est la distribution de vos produits. Quand je suis allé sur votre site internet, j'ai vu que vous étiez distribué vraiment partout en France, voire au-delà. Alors concrètement, oui, tous les armuriers de France et de Navarre ont accès à nos produits de par leur spécificité de commerce. Donc ça, c'est la chose qui est plutôt favorable, notamment avec les derniers événements qu'on a eus. C'est-à-dire qu'on a eu un commerce qui a été préservé et qui a été peu impacté par rapport à d'autres secteurs économiques français. Mais j'exporte également dans différents pays d'Europe, notamment la Belgique, la Suisse, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Voilà. Et ayant une gamme de produits spécifiques, ces armes-là se retrouvent dans différents pays. Je vais prendre un exemple bête. Le 405 Winchester est à la fois produite pour des carabines à levier sous garde de Winchester, mais également pour des express qui ont été fabriqués par des artisans belges. Donc concrètement, c'est des calibres qu'on distribue sur la France, mais aussi sur la Belgique, mais qui ne vont pas tout à fait dans les mêmes armes, dû aux spécificités des pays et de l'industrie armurière locale. D'accord. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a quand même, grâce à vous, Thibaut, fait un tour assez complet de cette belle entreprise qui est Cartouche Sologne, pardon. Je vous remercie encore une fois, Thibaut, d'avoir pris du temps pour venir nous présenter votre entreprise, qui plus est solognote, donc qui me parle. Je souhaite longue vie à Cartouche Sologne, vraiment. Écoutez, Denis, oui.
Et à la chasse. Et à la chasse. Je voulais vous remercier pour cette interview, remercier toute l'équipe de J'aime la chasse et bien sûr les téléspectateurs qui regarderont ça. Et je pense qu'on a tous intérêt à défendre nos valeurs que sont la chasse et le tir au moment où elles sont attaquées. Et je pense que votre travail va dans ce sens, Denis. Nous essayons d'être efficaces dans ce domaine, en tout cas. Encore une fois, Thibaut, un grand merci. Merci, Denis. À bientôt. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, il connaît son sujet. Il faut noter quelque chose de très intéressant et qu'il a souligné, c'est qu'il est capable de refaire des cartouches de calibre assez confidentiel. Vous retrouvez une vieille Typlo dans le grenier de la maison familiale, vous ne savez pas ce que c'est, mais elle est en bel état. Il est capable de l'expertiser et de vous refaire des cartouches, même sur un calibre très très confidentiel, c'est intéressant. Je voulais aussi noter et vous faire remarquer qu'il interviendra au salon virtuel de la chasse pour nous parler de sujets pointus, mais en rapport avec la chasse, la balistique de vol, la balistique terminale. Ce sera une conférence, à mon avis, passionnante. Bon, et bien super. On remercie Thibaut Vimet d'avoir passé un petit peu de temps avec toi pour t'expliquer tout ça. Cette émission touche à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et sur notre site j'aimelachasse.fr. N'oubliez pas d'aller vous préinscrire à notre salon de la chasse qui aura lieu du 23 au 25 avril sur le site salonjlc.com. En attendant, prenez à nouveau soin de vous puisque nous sommes confinés. Passez une excellente soirée et à dimanche prochain.